Alors, vous allez nous présenter un projet qui vise à restaurer la qualité du journalisme dans un contexte quand même économique périlleux pour l'information. Quand l'intelligence artificielle réinvente le métier de journaliste, c'est le thème de votre présentation, Frédéric. Merci. En fait, je vais d'abord un petit peu revenir en arrière, pas mal de temps en arrière, parce que je vais revenir 10 ans en arrière, en 2010. Le monsieur qui est ici s'appelle Christophe Hallberg. C'est un ancien des forces spéciales suédoises. Il est à l'époque le CEO d'une entreprise basée à Göteborg, en Suède, qui s'appelle Recorded Future, dont les investisseurs sont Google, l'entreprise de venture capital de Google, et une société assez discrète qui s'appelle In-Q-Tel, qui est le bras armé, si j'ose dire, de la CIA dans l'investissement en matière de technologie. En janvier 2010, M. Hallberg publie un article qui explique que le Yémen court au désastre pour cette année 2010. Il évoque la perspective de mauvaise récolte, la perspective de pluie torrentielle, une instabilité politique persistante et des tensions avec les factions islamistes. Fin 2010, au Yémen, la situation est la suivante. En septembre, il y a effectivement une inflation record sur les matières premières et alimentaires. En automne, il y a une centaine de morts dans des inondations. Il y a des manifestations qui sont de plus en plus importantes. Début 2011, ces manifestations donnent lieu à de véritables émeutes qui font beaucoup de morts, qui font des dizaines de morts. Le 24 mars, il y a un attentat contre le président Ali Abdullah Saleh qui démissionne et depuis, c'est la guerre civile et le chaos. Qu'est-ce qu'avaient regardé les gens de Recorded Future ? Ils étaient à l'époque une vingtaine d'analystes qui étaient encore une fois basés en Suède. Ils sont maintenant en grande partie basés dans le Massachusetts parce que l'entreprise a grandi. Ils avaient regardé des données exclusivement publiques qui étaient des statistiques agricoles, des mouvements commerciaux de denrées et marchandises, denrées alimentaires et marchandises. Ils avaient regardé des données publiques sur la météo à moyen terme. Ils avaient naturellement compilé des déclarations politiques des leaders politiques, soit des leaders yéménites, soit des leaders opposés, notamment toute la faction d'Al-Qaïda. Tout ça, encore une fois, venait de sources publiquement accessibles, de la presse, des blogs, Twitter. Ils se sont simplement trompés de 3 mois sur le calendrier des événements. Néanmoins, ils avaient fait la démonstration des capacités prédictives de leur entreprise. Si on avance un petit peu en 2016, on a ce sympathique personnage. J'adore cette photo, on a l'impression qu'il dit je ne sais quoi. Et c'est l'homme en colère. Et pareil, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a pas su regarder et qui étaient pourtant évidentes et qui étaient accessibles à tout le monde. Par exemple, la structure des communications de campagne de Donald Trump était totalement atypique par rapport à celle d'Hillary Clinton. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très simplement accessible sur le net, et ça l'était à l'époque aussi, que toutes les dépenses d'investissement, d'investissement de communication, qu'il s'agisse des dépenses d'investissement en matière de télévision ou bien d'achat sur les plateformes des réseaux sociaux, sont minutieusement compilées mois par mois. On sait exactement qui achète quoi sur quel élément. En 2011, juste pour mettre les choses en perspective, George Bush Jr. avait dépensé 82 millions de dollars en achats télévisés. Bizarrement, en 2016, Hillary Clinton en dépense 30 millions, ce qui est beaucoup moins. Et surtout, Donald Trump en dépense un tiers, 10 millions. C'est quand même quelque chose qui aurait dû alerter les observateurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump pariait sur une nouvelle tendance qui va se confirmer pour l'élection de 2020, qu'on appelait le Earned Media, qui est l'espace gratuit. Il en a collecté pour 1,2 milliard de dollars lorsqu'on convertit l'espace média qu'il occupait et qu'on le convertit en devise, si j'ose dire, publicitaire. C'était 2 fois plus qu'Hillary. Dans le même temps, Donald Trump avait développé une tactique de marketing direct extrêmement efficace. Et ça aussi, c'était des choses qu'on aurait dû être en mesure de détecter. Pour vous donner simplement un chiffre simple, il a diffusé 6 millions de versions différentes d'emails qui étaient adressé aux électeurs, contre simplement 66 000 versions différentes de la part du camp d'Hillary. Donc la campagne de Trump avait développé une capacité de granularité extraordinaire pour cibler les électeurs américains.
Les gens auraient pu voir également cet article qui, lorsque je l'ai découvert très peu de temps avant les élections, j'étais aux États-Unis, j'étais à l'université de Stanford, m'a fait totalement sursauter. Parce qu'en gros, qu'est-ce que dit cet article? Il dit que non seulement le camp Trump est engagé dans une campagne électorale de marketing direct extrêmement agressive, mais au lieu de chercher à augmenter son électorat, lui et Steve Bannon, sous l'influence de Steve Bannon, il a tenté de réduire l'électorat d'Hillary Clinton. Et il y a cette phrase hallucinante dans laquelle Brad Parscale, qui est l'homme de Trump sur le numérique, qui est aujourd'hui le directeur de campagne de Trump, donc il a une influence beaucoup plus importante qu'il avait à l'époque, il explique qu'ils ont 3 campagnes de ce qu'ils appellent Voter Suppression Operations, qui sont en cours, qui consistent simplement à adresser des messages faux, trompeurs, orientés à 3 groupes qui étaient supposés acquis à Hillary Clinton et qui étaient les blancs idéalistes, les libéraux blancs idéalistes, les jeunes femmes et les African Americans, les Black Americans, qui sont les groupes qui ont effectivement manqué au moment de l'élection. D'une façon générale, il suffisait un peu de se baisser pour voir que ces signaux existaient. Ils étaient visibles. Il y a une raison simple à cette myopie, parce que moi, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. La raison est très simple, c'est la faiblesse de l'investissement technologique dans les médias, où, en gros, toute la technologie était du côté des campagnes de la campagne électorale, enfin des campagnes électorales et principalement de la campagne électorale de Trump, et certainement pas dans les médias. Si on regarde maintenant en 2019, les signaux sont à nouveau présents. Encore une fois, les dépenses électorales démontrent une dépendance au direct marketing qui était extrêmement amplifiée. Il y a des technologies, et là on va rentrer dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui se sont développées, comme l'ultra-ciblage. Aujourd'hui, c'est ce que disait tout à l'heure un des intervenants, la campagne de Donald Trump, au moment où on se parle, sur les 153 millions d'électeurs qui sont enregistrés, qui vont donc aller voter à un moment ou à un autre, il y en aura plutôt 140 millions à peu près, la campagne de Trump détient entre 2000 et 5000 data points, c'est-à-dire éléments de données sur ces électeurs. L'essentiel de ces données ont été fournies par Cambridge Analytica, mais elles ont simplement consisté en une espèce de noyau sur lequel la campagne de Trump a pu se développer. À Stanford, j'avais suivi un cours qui s'appelait Political Campaigning at the Internet Age. Et d'ailleurs, on avait eu, c'était juste après les élections américaines et avant le scandale de Cambridge Analytica, on avait une conférence d'une jeune femme de Cambridge Analytica qui était aussi antipathique qu'arrogante, mais extrêmement affûtée intellectuellement, et qui nous expliquait en gros que la prochaine campagne, donc celle de 2020, permettrait un ciblage totalement individualisé des gens. C'est-à-dire, au lieu de s'adresser à des groupes sociaux qu'on va sélectionner, où on va calibrer le message en fonction de leurs affinités, de leurs besoins, de leur situation, etc., on va être en mesure de dire « Madame Janet Doe, vous habitez à Birmingham, Alabama, dans une banlieue médiocre, vous habitez dans un parc de caravanes, vous avez 2 enfants dont un est handicapé, vous êtes au chômage depuis 6 ans, l'État vous a laissé tomber et nous, les Républicains, voilà ce qu'on va faire pour vous. » Et il y a pas mal de choses qui vont évoluer dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire non seulement un ciblage individuel, mais avec des systèmes de génération de texte, on va pouvoir adapter totalement les messages, avoir des messages qui vont ne servir qu'une fois en fonction des interlocuteurs. Et l'intelligence artificielle va faire partie de cet arsenal dans les 2 camps, dans le camp politique et malheureusement encore moins dans le camp médiatique. Le temps passe, il faut que je me dépêche. Donc, sur le plan politique, l'une des choses les plus médiatisées sont effectivement les deepfake vidéos. Donc, vous connaissez, c'est la capacité à mettre un visage et à faire dire à des personnes des choses qu'elles n'ont pas dites. Encore une fois, il y a cette histoire de ciblage adaptatif et massif avec de la génération de texte qui va renforcer l'efficacité de tout ça. Il faut savoir que c'est agrégé autour de ça un écosystème technologique extrêmement bien financé qui est le fruit, qui est la résultante de l'argent qui est injecté dans les campagnes américaines. Face à ça, dans les médias,
Il y aura des détecteurs de deepfake. On va faire des analyses de signaux de plus en plus, qui vont être de plus en plus délicates parce que les messages vont être de plus en plus individualisés. Il y aura des détections de tendances, des écoutes de réseau parce que les données sont de plus en plus disponibles. Il faut savoir que l'intelligence artificielle ne peut rien contre les fake news. C'est un problème de volume et c'est un problème de vitesse de propagation. Quelques chiffres. Chaque jour, vous avez 100 millions d'informations qui sont injectées sur le net. 70 pays, c'est un rapport qui a été publié la semaine dernière par le Oxford Internet Institute, 70 pays sont aujourd'hui engagés dans des campagnes actives de désinformation. Aujourd'hui, le seul remède, c'est le fact-checking manuel. Le seul problème, c'est qu'actuellement, on compte 188 organisations indépendantes qui font du fact-checking, mais si on cumule la capacité de traitement de toutes ces organisations, on arrive péniblement à 3000 informations vérifiables par mois. Pourquoi? Parce qu'en gros, chaque vérification manuelle prend entre 2 heures à 2 jours. Donc on a un rapport absolument terrible entre un volume de 100 millions d'informations, même si on part du principe que la plupart sont redondantes et que 95% d'entre elles, enfin 5% d'entre elles sont des informations qui sont candidates à une vérification, on a ce rapport qui est absolument insensé entre les capacités de traitement du fact-checking et l'énorme flux d'informations. Ça revient à vouloir purifier l'eau du Gange avec un verre d'eau. Dans le futur, naturellement, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus. Ceci est un mock-up que j'ai fait sur la base de discussions que j'ai eues avec les gens de Google qui se prennent à rêver de ceci. Quand on aura deux brillants intellectuels comme Flyrider, Maxime Nicole ou bien Eric Zemmour qui déblatéreront l'un sur son truc Facebook et l'autre en direct sur une chaîne d'infos, l'idée est d'avoir en temps réel un transcript et puis la capacité de vérifier les informations en temps réel avec une petite pastille vert ou rouge selon la véracité ou la non-véracité de l'information. Ça réclame beaucoup de caractéristiques. D'abord, il faudra un bond très important dans les capacités de ce qu'on appelle le speech-to-text, qui devrait être beaucoup plus rapide et beaucoup plus performante. Ça réclamera, même pour une boîte comme Google, de très grandes capacités de traitement, parce qu'il y aura énormément de flux qui devront être multilingues, avec du temps réel, etc. Et sans doute des capacités de compréhension de mots et de concepts. C'est ce qu'on appelle dans le domaine de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui s'appelle l'intelligence artificielle générale par rapport à l'intelligence artificielle étroite. Voilà. Est-ce que j'ai encore une minute ou on arrête là? Encore une minute. Je vous parle très rapidement d'une autre approche que je suis en train de développer dans ma société DeepNews.ai. C'est ce qu'on est en train de tenter qui, en gros, on attaque le problème par la détection de la qualité. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre la désinformation, on construit un algorithme qui détecte les signaux de qualité d'un article. En gros, on détecte des signaux qui ont attrait à la valeur journalistique qui est porté par un article, dans la variété des sources, dans la variété des propos, dans la diversité, et en gros, on regarde beaucoup la structure des articles. L'idée, c'est d'avoir une capacité de traitement sur des grands volumes, sans intervention humaine, en temps réel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des millions d'articles, on les a convertis dans des vecteurs numériques, enfin ça s'appelle le word embedding. On a mis ça on appelle ça un réseau neuronal, non pas neuronal, convolutionnel, qui est en gros un réseau neuronal qui est utilisé pour la reconnaissance d'images. Et le système a créé sa propre grille au travers de laquelle il va regarder des articles qu'on lui soumet. Il va les regarder au travers de 25 millions de paramètres. Un paramètre, c'est le petit chiffre, enfin c'est même un chiffre assez grand en l'occurrence, qui est là. C'est l'équivalent de 25 millions de paramètres, ça fait l'équivalent de 70 000 pages que constitue cette grille d'analyse. On a entraîné ça sur des machines Google précisément pendant 1500 heures. On a fait environ 80 versions, une centaine maintenant même, et on a à peu près 85% d'exactitude. La traduction, vous pouvez la voir tous les jours. Je ne vends rien, c'est disponible gratuitement. On a créé une newsletter sur DeepNews. Vous allez sur deepnews.ai et vous allez pouvoir vous abonner à une newsletter qui s'appelle Deep News Digest, qui dans sa version grand public est gratuite. Chaque vendredi, on sélectionne les 25 meilleurs articles d'un sujet d'actualité au travers de 400 sources. Voilà. Tiens, c'est bizarre, le merci est en 2 mots et puis tout a bousculé. Voilà, j'ai débordé mon temps. Merci. Merci beaucoup.